Ce qui est étonnant, c'est que les philosophes ont toujours voulu se prendre pour des architectes. Descartes parle des fondations pour bien bâtir sa raison. Kant crée une architectonique dans la critique de la raison pure. Proust compare la recherche du temps perdu à une cathédrale qu'il essaye de construire. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir exactement l'inverse, voir quel penseur, quelle philosophie vous avez derrière votre travail. C'est quoi la généalogie dans votre esprit pour penser et mettre en œuvre une construction? D'abord, je suis architecte, mais j'essaie d'être un vrai architecte. Et j'essaie de rappeler, ce que tout le monde oublie, c'est que l'architecture est un art. Pourquoi on l'oublie? Parce que le champ de la construction s'est beaucoup étendu. La construction, c'est construire, tout simplement. Et l'architecture, c'est l'art de construire. J'ai cru, moi, il y a très longtemps, il y a 20 ans ou 30 ans maintenant, que le champ de l'architecture allait conquérir à peu près tout. On a vu ça avec le logement social à cette époque-là. On s'est dit, bon, finalement, tout va être architecture, ça va être un approfondissement de la vie. Il va y avoir beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de profondeur. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, puisque avec l'arrivée des ordinateurs qui n'ont rien arrangé, on a de plus en plus d'immeubles qui sont parachutés, qui ne savent plus où ils sont. Et la première chose qui dicte un bâtiment, c'est la situation. Je suis un situationniste dans un autre sens. Vous êtes sartrien. Voilà. Et je crois qu'à chaque fois, il faut garder la place pour toute possibilité. Et c'est l'inverse de ce qui se passe actuellement. On est dans une situation de clonage. Je ne sais pas si vous avez vu la conversation que j'ai eue avec Baudrillard, mais en grande partie, ça tourne autour de ça, sur les objets singuliers. Donc ici, ce que je cherche à chaque fois, et dans chaque situation, c'est vrai là, mais c'est vrai ailleurs, c'est-à-dire que la situation déclenche le projet. Et la situation, ce n'est pas le site, ce n'est pas uniquement la situation physique, c'est la situation humaine aussi, c'est les personnes pour qui on travaille. Je dis toujours que je suis comme un bon chef, j'aime faire plaisir à ceux pour qui je travaille. J'aime les régaler si c'est possible. Bon, si c'est possible. Donc ça fait partie du jeu, mais c'est aussi les personnes avec qui je travaille. Il y a une équipe qui se constitue. C'est aussi pour les personnes qui vont le vivre. Donc c'est cet imaginaire-là qui provoque l'architecture. Et l'architecture en même temps, je dis toujours que c'est la pétrification d'un moment de culture. Bon, en fait, c'est un témoin d'époque. Une architecture, normalement, on parle du durable. Maintenant, le durable, c'est devenu l'écologique. Bon. En fait, toute architecture devrait être durable. Les architectures à jeter, c'est pas un bon signe souvent. Il peut y avoir des architectures temporaires, évidemment, c'est autre chose. Mais le durable n'intègre plus ça. N'intègre plus que les bâtiments, ils peuvent rester un siècle ou deux ou trois. Ça peut arriver, ça arrive souvent. Et un immeuble, une tour de grande hauteur. Mais une tour de grande hauteur encore plus. Vous n'avez qu'à voir New York. Oui, exactement. Bon, tous les immeubles de grande hauteur, c'est un tel investissement, c'est une telle répétitivité et une telle course intellectuelle et technique pour essayer de simplifier tous les éléments et d'essayer de ne pas avoir d'ennui technique, justement. Et donc, c'est la pérennité qui guide une tour. Donc, normalement, le point faible, c'est souvent l'aluminium, parce que, bon, il faut changer quelques joints de temps en temps, quelques parts closes. Mais si on la faisait en bronze, comme faisait Mies van der Rohe, normalement, un mur rideau peut passer les siècles. Bon, c'est comme un grand vitrail, en fait. Et comment vous avez imaginé le mode de vie des futurs salariés, puisque ça fait partie de votre travail de création? Comment vous avez imaginé leur petit bonheur possible au sein de la tour? Mais je pense que le bonheur, il passe par la fierté d'être quelque part, déjà. Il passe déjà par la valorisation de ce qui est autour. Je suis un contextualiste. Contextualiste, ça ne veut pas dire qu'on copie ce qui est autour. Ça veut simplement dire qu'on donne de la valeur aussi à ce qui est autour. Et ça veut dire qu'ensemble, on a plus de valeur que 1 plus 1 égale 2. Donc la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de pouvoir attraper ce que je peux attraper, pour eux aussi, puisqu'ils sont dedans. Bon, et de faire en sorte que les cadrages, parce qu'en fait ce sont des cadrages, soient particuliers. Je crois beaucoup, maintenant il y a une sorte d'amour qui peut être bon à certains moments et mauvais à d'autres, de tout ouvrir. Il y a du verre, et le verre c'est uniquement pour voir à travers. Donc ce serait finalement de la pornographie en gros. Exactement. Bon, alors que avec Paul Virilio, on avait un mot pour ça, je lui disais que je travaillais sur la transapparence.
La Fondation Cartier, par exemple, c'est Oui. la transapparence, c'est-à-dire qu'on voit les reflets dedans, on voit les reflets des reflets, pas on la voit, transparence. c'est-à-dire les plans se matérialisent en magnifiant ce qu'il y a derrière, ou ce qui est en face, on ne Oui. sait plus ce qui est devant, ce qui est dehors. Bon, ici, il y a un jeu qui est de cet ordre-là, pas tout Oui. à fait le même. Ici, il y a le jeu d'une chose qui ne se fait jamais normalement sur un gratte-ciel. C'est qu'il y a des brises-soleil extérieurs. J'en ai fait un là, assez récemment, où il y en a au sud et à l'ouest à Marseille aussi. Là, ce n'est pas les mêmes, puisque de toute façon, pour des raisons de marketing évidemment, on ne peut pas quand même trop toucher à la vue. Oui. Il faut quand même qu'il y ait cette notion de continuité. Vous savez que je travaille beaucoup au Moyen-Orient. Là-bas, ils sont habitués à ça. Et ils aiment ça. Ils aiment mettre une dentelle sur un paysage. Oui. Bon, ils adorent. À New York, si vous mettez la moindre sérigraphie, ils vous tuent, bon, tout simplement. Non. Ici, on est arrivé à cet accord sur le fait qu'on pouvait protéger en partie, donc si au plan durable, c'est-à-dire écologique, économie d'énergie, c'est bon, on pouvait donc créer un brise-ciel partiel, un brise-soleil partiel, avec des obliques, qui sont des plans qui se font en 40 à 50 cm de large, qui sont espacés de différentes façons, selon les orientations, qui vont changer de couleur, qui sont réfléchissants à certains moments. Et donc, votre paysage, en fait, il va être rayé, comme ça. Rayé, mais avec beaucoup plus de vide que de plein. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fonction des orientations, l'ombre prend de la largeur. Hein, si vous avez le soleil qui est oblique, avec 50 cm, vous faites 1,20 m d'ombre derrière. Bon, donc c'est le jeu un peu pervers, et inattendu aussi, je crois, parce que quand on voit les plans comme ça ne se lit pas très bien, toujours. Mais en fait, il y a un confort qui va naître de cela, et il y a surtout des changements de lumière et des changements de cadrage qui sont permanents. Pourquoi? Parce que si vous bougez d'1 mètre, sur la distance où vous êtes, si vous êtes à 3 mètres par exemple, tous les rythmes changent. Oui, c'est ça. C'est un jeu qui est cinétique en fait. Donc on aura l'impression de ne jamais être dans le même lieu, c'est ça? C'est pas de ne pas être dans le même lieu, on est toujours dans des sensations de lumière et de cadrage qui sont différentes. C'est-à-dire si je mets ça là, à un moment je vais voir les toits qui sont en face et cette cheminée, et puis après je vais voir l'horizon qui est au bout. Bon, mais quand je bouge, à un moment je ne vois pas l'horizon et je vois l'immeuble qui est devant. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ce jeu sur montrer, cacher. Oui. Exactement. Donc plus pour la transparence, qui est une notion tellement à la mode, mais galvaudée maintenant. Non, c'est une forme de transapparence. Voilà, c'est-à-dire qu'on joue sur le jeu de la transparence, évidemment, avec le verre. Du verre le plus clair possible, toujours, parce que toutes ces tours, souvent, elles sont en verre fumé. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Bon. Donc là, on est dans la transparence et on est sur ce rythme, en fait. C'est rythmé, c'est une tour qui est à facettes, vous avez vu ça? Ça, c'est une autre question encore, on peut en parler maintenant, mais si cette tour est comme ça, il faut voir le skyline de la Défense actuellement. Et donc c'est le rééquilibrage, parce que la plupart des immeubles sont plutôt au nord, au nord-ouest, donc en l'occurrence par rapport à l'endroit où nous sommes. Et donc au sud, il y a beaucoup moins d'immeubles, et surtout il y a un vocabulaire qui est très orthogonal. Et là, le fait de créer une des tours les plus hautes à cet endroit-là, avec cette silhouette-là, c'est quelque chose qui rééquilibre. Qui est dans la composition. Et la Défense a toujours été conçue comme une composition. Par Roselle, au départ, c'était une composition. Alors, il y en a beaucoup qui ne le savent pas maintenant, parce qu'il y a tellement de downtown qui se construisent comme ça, de façon un peu aléatoire, qu'on peut penser que c'est ça. Mais non, en fait, il y a un axe, et par rapport à cet axe, ça se construit autour. D'accord. Et on remarque avec les gens, je suis très souvent dans les entreprises qui se ressemblent toutes, comme vous avez dit, on a l'impression de rentrer dans des non-lieux presque. Ils sont magnifiques, les bâtiments, mais ils n'ont pas une identité propre, une âme véritable. Ce serait quoi, là vous l'avez un peu expliqué, mais l'âme d'éclat pour que les gens se sentent appartenir à cette construction-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus la carrière qui leur donne ce sentiment d'appartenance, c'est plus l'entreprise qui leur donne ce sentiment d'appartenance. Est-ce que c'est pas le lieu, justement, qui va créer ce sentiment de fierté et d'appartenance, et en quoi Éclat répond à ça? Écoutez, je ne crois qu'aux objets singuliers, vous le savez. C'est ça.
faut absolument qu'on soit quelque part. Voilà. On est tellement souvent nulle part. Exactement. Bon, mais là, on va être quelque part. Ouais. C'est-à-dire quand vous verrez une photo, une de l'intérieur, vous saurez où vous êtes. Une de l'extérieur, vous saurez où vous êtes. À une photo, la grande architecture, ça se reconnaît. Exactement. Si vous voulez savoir quelle est la différence entre une bonne architecture et une mauvaise, c'est celle-là. D'accord. C'est-à-dire si vous avez une photo, vous ne savez pas où c'est, Oui. en général, c'est pas bien. Exactement. Bon, donc ici, on sait où on est. Oui. Bon. Et j'essaie de faire que les architectures où on sait où on est. Oui. Donc ici, on sera là par rapport à ce vocabulaire, on sera là par rapport à ces rythmes, on sera là par rapport à des couleurs aussi, des nuances qui ont changé, et on sera là par rapport à une géométrie qui n'est quand même pas la géométrie habituelle d'une tour qui est rectangulaire. C'est ça. Donc on a déjà une série de paramètres qui qualifient le lieu, et comme en plus on joue sur la perception du paysage qui est plus consciente, parce que si vous faites quelque chose devant, bizarrement vous le regardez plus. Quoi. Vous êtes sur quelque chose, vous êtes sur la surimpression, finalement, dans les deux sens du terme. Oui. Et du coup, mais c'est paradoxal, mais on a l'impression que l'architecte, le grand architecte, devient presque moins un constructeur d'espace qu'un bâtisseur de moments, finalement, de lieux, de moments de vie, avec ce que vous dites sur les variations des ombres, des moments de la journée, etc. Vous créez du temps. L'architecture, l'architecte travaille toujours pour faire habiter l'homme. Mais ce qu'il y a de formidable avec l'architecture, c'est que c'est l'art le plus proche de la vie et de la quotidienneté, normalement. C'est pour ça que c'est si important si on prive les Français et les autres de l'architecture. Oui. C'est ça. Et pour être quelque chose au plan culturel qui est oublié aujourd'hui. On ne se rend pas compte. On a l'impression qu'il suffit d'avoir un bâtiment pour que ce soit de l'architecture. C'est pas vrai. C'est évidemment pas vrai. Exactement. Donc en fait, à chaque fois, c'est cette singularité qui fait qu'on a un plaisir à être là et qui fait qu'on est chez soi et pas ailleurs. Donc tous les architectes travaillent sur ça et surtout sur cette notion qui m'a valu quelques déboires ailleurs, c'est que l'architecture, c'est dedans et dehors, ça aussi on l'a oublié. Il n'y a pas d'architecture qui ne soit que dehors. Dans le monde immobilier, il y a le shell and core qui est à la mode. Shell and core, ça veut dire uniquement la façade et le noyau, et chacun fait ce qu'il veut dedans. Exactement. Bon, quand on fasse ça dans des immeubles qui ont déjà une structure, comme les immeubles haussmanniens ou les immeubles Bunker, ça peut se faire. Et on le fait intelligemment, ça peut être un massacre aussi. La mode new-yorkaise aujourd'hui, par exemple, c'est shell and core et chacun fait ce qu'il veut chez lui. Bon, et pour que ce soit intéressant, ça peut être un jeu de collage, un jeu d'opposition, mais là non, c'est un jeu sur la banalité. Exactement. Et comment vous voyez l'évolution des métiers? On voit bien qu'il y a de moins en moins de cloisons, de moins en moins de bureaux, les espaces sont de plus en plus vides, mais vous donnez une place au vide, vous densifiez le vide. Comment vous voyez les gens travailler? C'est plus maintenant les immobiliers de bureaux, des lieux de rencontre, d'échange, de coopération, plus que des lieux fixes. Donc comment la construction, le fait d'être là, de savoir qu'on est chez Éclat, va répondre à cette liberté de mouvement où les gens vont, viennent, n'appartiennent plus vraiment? Il y a quand même une grande flexibilité aussi. Et c'est une liberté aussi d'ailleurs. Exactement. Mais vous savez que je dessine des meubles aussi de temps en temps. Bon, j'ai même fait pour une exposition à Milan sur le futur du bureau, des propositions un tout petit peu iconoclastes, et en particulier le fait de proposer qu'on se meuble avec des cubes de bois finalement, très très simples, avec des plans qu'on peut mettre comme sur des tréteaux. Bon, et chacun compose son bureau. Alors si vous aimez votre voisin, vous faites une grande table et vous travaillez à deux. Si vous ne l'aimez pas, vous montez entre les deux des petites choses, etc. Donc ces petits jeux de construction, puis s'il y a de la hauteur sous plafond, vous montez sur le premier cube, sur le deuxième, pour arriver en haut. Bon, toutes ces choses-là, ça fait une petite ville dans la ville, en fait. Exactement. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas qu'il se passera ça là, parce que c'est peu probable, malheureusement. Mais on ne sait jamais. C'est Unifor qui le fait, donc c'est peut-être possible quand même. Mais le plus souvent, dans le bureau, c'est high-tech. C'est ça, exact. C'est très froid, c'est sans vie. Le bois, c'est chaud, vous avez choisi. Et c'est la répétition absolue du même bureau. Exactement. Bon, ensuite, ça peut être ça, si c'est bien fait, ça peut être si c'est Miss Vendero. Vous voyez, comme ici, ça va. Bon, mais c'est pas toujours comme ça. Non, c'est ça. Bon, et si c'est bien mis en place, après, bon, c'est comme aménager un appartement quand même. Hein, exactement. Donc, je crois que là, il y a beaucoup de possibilités, et j'espère que le mobilier sera
je dirais, quelque chose qui révèle l'architecture comme l'architecture révélera le mobilier. Oui, Le but, c'est d'atteindre cette synergie. Qu'est-ce que vous pensez de la mode avec les salles de sport dans les tours, avec la nature? Maintenant, il y a toujours des toits végétalisés. Est-ce que c'est pas un peu un alibi écolo ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de naturaliser la ville et d'allier les deux? Mais ça dépend de l'architecture. Ouais. C'est-à-dire que si elle est prévue pour ça et si on peut arriver à la mixité des usages, c'est parfait. Ouais. Parfait, c'est ce qu'on essaye à chaque fois, ces interférences-là. Oui. Maintenant, dans d'autres cas, effectivement, c'est un peu une mode, quoi. Une mode, quand on fait pousser 3 tomates cerises en haut d'un toit. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Oui, on va couper aussi, c'est pas grave. Non, vous allez le garder, ça. Non, mais là, justement, ce sera beaucoup plus conséquent. Il y a des jardins, il y a des... Comment vous avez pensé ces espaces verts? Là, il y a un panache vert, quand même. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en haut de cristal, Oui. il y a un espace de détente, je dirais, où on peut aller, avec quelques arbres, et qui est tout à fait en haut, donc c'est un panorama. C'est pas un grand lieu, c'est une promenade. Oui, c'est ça. Et vous pensez que les gens sont heureux dans une tour, de travailler dans une tour? Là, je parle vraiment, au-delà de l'architecture, du mode de vie dans une tour. Mais je crois que le mode de vie, ça s'invente aussi, quoi. C'est-à-dire, si vous avez un bel appartement, vous pouvez le massacrer. Comment on l'embellit? Quand vous aménagez un appartement, vous pensez à quoi pour le rendre beau? Et toutes les généralités ne font pas de sens. D'accord. Voilà. En architecture, c'est ça. J'ai bien aimé, une petite recette. Oui, non, c'est pas possible, ça. Donc, c'est seulement quand je vais voir un appartement, où il est, quels sont les moyens, c'est pour qui, c'est pour moi, etc. Bon. Là, ça s'invente. Chaque situation, elle se fabrique. Et la responsabilité, elle est collective à la fin. C'est un support qui va recevoir un apport, et cet apport et le plus le support qui vont faire le charme de la chose. Et ce que j'essaie, c'est de créer le support le plus positif dans le programme que j'ai, dans la situation que j'ai. Et je crois que là, il y a un potentiel, quoi. Oui. En fonction du sens de la situation, en fonction du sens du contexte. Oui. Puis il y a différentes géométries. Il y a des bureaux qui sont sur des angles. Il y a avec les facettes, il y en a plus que dans d'autres immeubles. Donc c'est à chaque fois quelque chose qui peut être révélé aussi par l'aménagement intérieur. D'accord. Donc Éclat, ça va devenir surtout un lieu symbole, finalement, plus qu'un lieu d'usage de bureau où ça réduit vraiment l'architecture de l'immobilier, mais un lieu symbole d'appartenance, de fierté. Vous le voyez comme ça? Nous, c'est comme ça qu'on travaille, en tout cas, dans cet esprit-là. Moi, je crois que c'est un lieu identitaire, tout simplement. Voilà, c'est-à-dire que c'est un lieu qui sûrement posera une question quand on le voit de loin. C'est un lieu dans lequel on aura sûrement envie de rentrer, même quand on n'a pas envie. Voilà, ça commence comme ça. Ouais. Bon, ensuite, espérons que ceux qui seront dedans n'auront pas envie d'en sortir. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a plus que l'architecture maintenant qui donne un sentiment d'identité? Puisque c'est très difficile, les gens sont en perte d'identité. On n'a plus une carrière, on change 10 fois de métier dans sa vie. Moi, je parle de plus en plus de caractère. Oui. Ce qui se perd, c'est le caractère. Oui. Mais c'est-à-dire singularité, si singularité, ça va aussi. Oui. C'est dans la même lignée d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et ce qui s'oppose à la transparence d'une certaine façon, où tout est... Pas du tout. On voit à travers... Pas du tout. Pas la transapparence. Oui, d'accord, c'est ça. Parce que quand même, on peut décider à un moment d'être dedans, dehors, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on fait oublier le verre. Oui. Il n'y a pas trop de moments comme ça ici, mais dans l'architecture, quand on fait un cadrage et un seul verre et pas de part close, on est dehors. Donc ça peut exister. Tous les éléments de vocabulaire existent, ça dépend ce qu'on en fait. Oui. Mais il y a eu une mode de la transparence terrible, obscène, sans mise en scène, où finalement bien sûr. Et de la répétition. Exactement, c'est ça. Qui est une autre forme de clonage. Exactement. Le rythme, c'est bien. Et la répétition peut être aussi une forme de rythme. Mais quand c'est involontaire et quand c'est toujours la conséquence d'un mode de production et de technique qui produisent ça, point, ça ne va pas. Et quand c'est désingularisé, qu'il n'y a plus de caractère aucun. Voilà. Et c'est comme ça que vous voyez. En tout cas, les gens souffrent, je trouve, dans les bureaux aujourd'hui, de rentrer dans une entreprise et d'avoir l'impression de rentrer chez le concurrent. Il n'y a aucune identité. Écoutez, il ne s'appelle pas Éclat pour rien, quand même. Voilà. Vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi vous l'avez appelé. Moi, je le sais, mais peut-être pour les gens qui écouteront, pourquoi vous l'avez appelé comme ça. Ça joue sur une ambiguïté, parce qu'en fait, on part quand même d'une forme un peu cristalline. Donc le cristal provoque des éclats, de lumière, tout le monde sait ça. Mais on a pensé aussi au volcan. Ouais. Comment vous avez pensé au volcan? Comment c'est venu dans votre esprit? Ça n'est pas venu initialement. On a cherché,
Et à un moment, on est tombé sur ça. On s'est dit, c'est beaucoup mieux, parce qu'il y a un mystère, il y a une polysémie, bon, donc c'est quand même beaucoup mieux. Il y a de la chaleur Voilà, aussi, voilà, un foyer. Voilà. Je dirais que c'est une façon de mettre un objet en relation avec son mystère. Oui, c'est ça. Ok. Et dernière question, quand vous dites on a pensé, vous travaillez avec votre équipe d'architectes ou est-ce que vous travaillez avec d'autres disciplines pour justement répondre au mieux au mode de vie qui va être utilisé? On travaille souvent en équipe pluridisciplinaire, nous Voilà, aussi. c'est ça. Avec qui vous travaillez? On va chercher les consultants qui nous conviennent au moment où l'idée prend forme, au moment où le concept arrive, au moment où on se dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'on sache et qu'on ne sache pas. Et on va aussi chercher des personnes qui vivent par là si on ne connaît pas le lieu. Oui, donc c'est toujours polyvalent cette histoire. D'accord. Dernière question, quand le concept arrive, là c'est vraiment dans votre esprit à vous. Bien sûr, à l'aide d'autres, mais... Alors je peux vous raconter ce que j'ai raconté 100 fois. C'est vrai, non, si vous l'avez raconté 100 fois, non, dites-moi quelque chose de plus. Non, je voudrais bien, mais je ne veux pas changer à chaque fois ce que j'ai à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un concept arrive, bien sûr en discutant, mais... Non, il faut absolument que tous les paramètres soient rassemblés, parce que l'architecture, c'est l'art de la synthèse. Oui. Donc si vous oubliez un paramètre, vous pouvez recommencer. Ouais. Bon, pour avoir tous les paramètres, ça nécessite de l'analyse. Moi, je suis l'époque structuraliste, donc si je n'ai pas toutes les informations, ça me va pas. Une fois que j'ai toutes ces informations, je sais qu'il va falloir que je propose. Et à ce moment-là, je me mets au silence, dans l'obscurité, dans mon lit, avec les boules de caisse, et j'attends que ça passe. D'accord. Et je convoque, entre guillemets, des idées, des images qui vont commencer à flotter. D'accord. Et quand c'est bon, je l'attrape. Ouais. D'accord. Ok. Vous capturez Je capture l'image qui va rendre le mystère. Voilà. D'accord.